Bienvenue à toutes et à tous, très ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau journal de l'économie. Le produit intérieur brut de l'espace UEMOA est en légère hausse. Il a augmenté de 0,2% en 2017. L'entreprise publique du pétrole se porte bien en Angola. Elle a économisé 1,7 milliard de dollars en 3 ans. Enfin, le Sénégal a tiré plus de 200 milliards de francs CFA des exportations de poissons. Et nous allons nous intéresser pour commencer à la croissance économique de l'espace UEMOA. Elle devrait connaître une très légère hausse passant de 6,7% en 2016 à 6,9% en 2017. Plus de précision dans ce reportage. En 2017, le produit intérieur brut PIB de l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA devrait enregistrer une croissance de 6,9%. Principalement soutenu par les secteurs tertiaires et secondaires, ce chiffre est en légère hausse par rapport à l'année 2016 où le PIB de l'Union était de 6,7%. Parallèlement, on note un ralentissement de l'inflation, le niveau général des prix ressortant en hausse de 0,3% au deuxième trimestre 2017 contre 0,8% un trimestre plus tôt. Cette situation est consécutive au repli des prix des denrées alimentaires en raison d'un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits céréaliers, en légumes et en tubercules. Par ailleurs, l'activité économique a demeuré bien orientée au deuxième trimestre 2017 et la croissance du produit intérieur brut réel est ressortie à 6,5%, en glissement annuel au deuxième trimestre 2017, après 6,6% le trimestre précédent. Cette légère décélération est essentiellement imputable à la baisse du rythme de l'activité dans les secteurs secondaires et tertiaires. Le Niger va lancer sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine une émission d'obligations assimilables du Trésor par adjudication portant sur 20 milliards de francs CFA sur une durée de 3 ans. L'objectif est de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État nigérien. Le dépôt des soumissions va démarrer vendredi prochain. La valeur nominale unitaire est de 10 000 francs CFA et la valeur du taux d'intérêt est de 6%. L'opération va prendre fin lundi prochain. Il faut dire que le remboursement des obligations se fera en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance, alors que le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux de 6% dès la première année. Notons que 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d'offres non compétitives aux spécialistes en valeur du Trésor habilités du Niger. Autre sollicitation, celle du Trésor public camerounais. Elle devrait avoir lieu entre ce mois d'octobre et celui de décembre 2017. Cette fois-ci, il s'agira de lever une enveloppe globale de financement d'un montant compris entre 70 et 80 milliards de francs CFA. De manière concrète, 2 émissions d'obligations du Trésor assimilables sont prévues au mois de novembre et décembre pour des montants oscillant respectivement entre 15 et 20 milliards de francs CFA, puis entre 20 et 25 milliards de francs CFA pour des durées de maturité de 2 et 3 ans. À cela, il faut ajouter 7 émissions de bons du Trésor assimilables qui permettront de lever une enveloppe globale de 35 milliards de francs CFA à raison de 5 milliards de francs CFA par opération. Il faut dire que pour ces titres publics en court terme, les maturités sont comprises entre 13 et 52 semaines.
Je le disais en titre, l'Angola, qui est le deuxième producteur de pétrole en Afrique, a de quoi être fier de son entreprise publique de pétrole. Celle-ci a en effet réussi à économiser plus de 1 milliard de dollars en 3 ans. Qu'est-ce qui est à la base de cette performance? Réponse dans ce reportage. L'entreprise publique du pétrole a le vent en poupe en Angola. La Sonangol a économisé 1,7 milliard de dollars au cours des 3 dernières années. Ceci grâce à une politique de réduction des dépenses mise en vigueur depuis 2014, date du début de la chute des prix du pétrole. Cette performance est aussi motivée par les efforts de la nouvelle direction en place depuis juin 2016 avec à sa tête la femme d'affaires Isabelle dos Santos. Cette dernière a entre autres mis en place un programme qui a permis la réduction de 14 à 10 dollars du coût de production du baril de pétrole. Ce seul programme a permis d'économiser plus de 200 millions de dollars seulement 10 mois après l'installation du nouvel exécutif. Aujourd'hui, la Sonangol, qui a baissé ses coûts de production, espère attirer davantage de compagnies dans l'exploitation des hydrocarbures dont regorge l'Angola afin d'augmenter la production pour amortir le choc sur les recettes publiques. Dans cette optique, l'entreprise publique du pétrole a procédé à des changements dans sa direction, de quoi peut-être parvenir à augmenter la production du pays, estimée à 1,5 million de barils par jour. Le secteur touristique marocain a généré en 2016 64,2 milliards de dirhams, soit environ 6,7 milliards de dollars de recettes. Ce secteur a ainsi contribué à 7% du produit intérieur brut marocain, ainsi qu'à la création de 2,5 millions d'emplois directs et indirects. En ce qui concerne le nombre de touristes, il est passé de 9,3 millions en 2010 à 10,3 millions en 2016, ce qui est encore inférieur aux prévisions de l'ambitieux programme baptisé Vision 2020, visant à porter à 20 millions le nombre de touristes visitant le Maroc à l'horizon 2020. Les exportations de poissons sont en constante hausse au Sénégal. En 2016, par exemple, ces exportations ont généré des recettes estimées à plus de 200 milliards de francs CFA et la tendance haussière devrait se maintenir dans les prochaines années. Reportage. Avec un volume d'exportation d'environ 192 000 tonnes de produits halieutiques en 2016, le Sénégal a tiré une manne financière de 204 milliards de francs CFA de sa pêche artisanale et industrielle. Selon le directeur des industries de transformation de la pêche au ministère de la Pêche et de l'économie maritime, Diène Ndiaye, ce secteur représente un pilier important de l'économie sénégalaise avec des débarquements qui se chiffrent à environ 450 000 tonnes de produits halieutiques en moyenne par an et qui sont destinés principalement à l'exportation, à la consommation locale et à la formation artisanale. Disposant d'un littoral de 718 km de côtes réputées parmi les plus poissonneuses au monde, le pays récolte ainsi les retombées du renforcement de son code maritime destiné à rendre plus efficace la lutte contre la pêche illégale qui autrefois appauvrissait les rendements de ses côtes. Tout ceci fait du Sénégal le 3e pays producteur de l'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria et le Ghana. Sa production halieutique profite en grande partie aux pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux pays asiatiques tels que la Corée du Sud et la Chine, sans oublier les pays européens, notamment la France, l'Espagne et l'Italie. Le pays entend renforcer sa position dans les mois à venir, avec notamment la mise en service début décembre 2017 du nouvel aéroport international Blaise Diagne. La plateforme aéroportuaire devrait en effet permettre de booster l'industrie des pêches au Sénégal en prenant en charge le fret de poissons. Le prix Nobel d'économie a été attribué lundi à un Américain de l'Université de Chicago. Son nom, Richard Thaler. Il a été récompensé pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux à l'œuvre dans les décisions des consommateurs et des investisseurs. Richard Thaler a montré comment certaines caractéristiques humaines, comme les limites de la rationalité et les préférences sociales, affectent systématiquement
les décisions individuelles et les orientations des marchés. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant pour la suite. Et nous retrouvons notre chroniqueur Casimir Pédio. Bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Libéria pour parler des nouveaux défis économiques de ce pays. Alors, quelle est la situation de ce pays actuellement pour commencer? Le Libéria vit difficilement, le Libérien vit difficilement parce que le pays va terminer l'année budgétaire 2017 avec un taux d'inflation de 8,2% contre 8,8% en 2016. Ceci traduit donc le niveau de vie très bas donc du Libérien. Ceci à cause de plusieurs situations, il faut déjà dire que le pays a connu, comme d'autres pays de la sous-région, la crise sanitaire. Je veux parler de l'épidémie d'Ebola. Voilà. Peu avant ça, c'est la situation sécuritaire qui n'est pas du tout des plus reluisants au niveau donc du pays. Ceci a donc affecté l'économie donc du Libéria, qui donc peine toujours à trouver sa marque donc économique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Économiquement, ça ne va pas du tout. Malgré donc les richesses du sous-sol, du sol et également les efforts du gouvernement, on n'arrive toujours pas à établir un lien entre donc le développement macroéconomique, c'est-à-dire le taux de croissance qui, il faut le dire déjà, pour le compte donc de l'année 2017, s'affiche autour de 3,3% en termes donc de produit intérieur brut. Donc le pays n'arrive pas donc à établir la liaison entre donc le développement macroéconomique et donc le développement de la population. Et ici, on parle donc de l'indice de développement humain qui a affiché 0,427% en termes donc d'aisance de la population. Ceci est très faible et il va falloir travailler pour relever donc le défi en termes d'inclusion sociale. Finalement, Casimir Pédio, que représente le potentiel économique du Libéria? Le potentiel économique représente beaucoup, surtout un pays qui a, il faut le dire, le diamant, l'or et aussi la bauxite en termes donc de ressources du sous-sol. C'est un pays qui ne devrait pas donc avoir les difficultés. C'est aussi un pays qui a le pétrole et donc les ressources du sous-sol sont abondante et l'agriculture devrait également permettre au pays de mieux se porter. Mais paradoxalement à ça, on assiste à un pays qui est décimé donc par la misère. Et donc les ressources, le potentiel économique ici n'est pas bien exploité. Pour quelles raisons? Certainement ce que nous venons de citer, les crises qui se sont succédées donc au niveau du pays. Il faut aussi noter que la situation très peu reluisante à l'international avec donc la chute du prix du brut qui a affecté donc les matières premières ont occasionné donc cette situation-là. Casimir Pédio, on le sait, le Libéria va changer de tête dans les jours à venir. Finalement, quels doivent être les nouveaux défis des nouveaux dirigeants du pays? Le premier défi, c'est le défi énergétique. Il va falloir donc doter le pays de l'énergie électrique, surtout avec la finition du barrage de Mount Kofi, qui est annoncé donc probablement pour 2018, la fin donc des travaux, qui devra relancer donc la question des PME et des PMI, parce que il va falloir que le secteur privé puisse véritablement travailler pour redonner espoir à l'économie. Il faut également que les Libériens apprennent à reprendre donc le chemin donc de l'agriculture pour permettre donc au pays de nourrir, d'alimenter donc sa population grâce donc à la production locale, parce qu'aujourd'hui au pays l'importation est quasiment à plomber donc l'économie, même si les réserves permettent encore au pays de rester encore 3 mois dans l'importation. Il va falloir travailler. L'autre défi aussi, c'est l'inclusion sociale, comme je le disais tantôt. Il va falloir que le nouveau dirigeant puisse faire la liaison entre donc la croissance macroéconomique et le bien-être de la population. Merci beaucoup, Casimir Pédio, pour toutes ces explications. On se donne rendez-vous demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, oui, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour d'autres informations sur ce même plateau.